Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Info Intox qui a été privé un petit peu de vidéos pendant les événements de la présidentielle. Je voulais faire une vidéo entre le deux tours. Alors j'avais fait une vidéo, je l'avais montée, j'ai malheureusement pas eu le temps de la charger. Et puis finalement, les jours se succédant, les choses ont évolué, si bien que ce que je pouvais éventuellement dire dans la vidéo ne servait plus à grand chose, parce que les choses évoluaient dans un sens que ça allait tout à fait à l'opposé du sentiment d'essayer d'expliquer ou de donner un petit peu une sens de l'analyse sur la situation. Et puis, bon an, mal an, le temps s'écoulant, il s'est trouvé que par la suite, il était trop tard. Donc j'avais quand même fait 2 vidéos qui n'ont pas été montées. Et que malheureusement, faute de temps, je n'ai pas pu les éditer, les télécharger et ensuite les mettre sur ce blog. Et puis, entre-temps, il a fallu que je me déplace, puisque j'ai passé une semaine à Détroit, pour dire plus spécifiquement en français, puisque Détroit, c'est bien le mot français qui correspond à l'endroit géographique où se trouve la ville de Détroit. C'est un détroit, entre le lac Erie et le lac Huron, qui est à l'origine en fait un territoire français avant qu'il ne soit repris par les Britanniques. Les Britanniques finalement ont gardé le nom de Détroit, donc la ville de Détroit porte un nom en fait bien français. Et puis voilà, le second tour est arrivé et ça a été la surprise générale. Donc je vais aborder donc un petit peu le bilan de cette élection et aborder le gouvernement, et on va aussi parler de ce qui se passe aussi aux États-Unis concernant la géopolitique et le devenir un petit peu de la mise en place, parce que là il y a une mise en place qui est en train de se faire. On ne sait pas trop encore quoi. On n'a que quelques pièces du puzzle, mais on n'a pas encore tous les éléments pour savoir quelle va être véritablement l'orientation. Et puis d'autres petites infos rapidement. Donc c'est parti. Alors les fameuses élections présidentielles, alors évidemment, donc là ça fait un petit peu plus maintenant d'une semaine que le résultat est tombé. Alors c'est un résultat qui a surpris tout le monde, puisque certains étaient convaincus que c'était Macron qui allait passer pour faire barrage à Marine Le Pen, certains pensaient que Marine Le Pen avait ses chances de pouvoir passer. Et puis il y a eu ce fameux débat. Alors là, le fameux débat, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en faire tout un étalage. Je pense que même les Français qui ne s'intéressent pas forcément à la politique et qui ont pu voir ou suivre un petit peu le débat se sont rendus compte que ce débat est à l'image finalement de ces campagnes présidentielles 2016. C'est le plus catastrophique, le plus improbable, le plus incroyable débat qu'on ait pu voir d'un entre-deux tours, avec un Macron qui a certainement été bien entraîné en matière de communication et qui a su maîtriser plus ou moins son débat. Lui, on doit bien admettre ça. Pas de notes, pas de fiches, etc. Alors on a même vu certains qui, sur certaines images, lui auraient trouvé une oreillette. Bon, là, c'est très sincèrement une oreillette, même les oreillettes les plus performantes, en règle générale, on voit toujours la petite antenne qui dépasse. Donc s'il avait une oreillette, certainement Marine Le Pen l'aurait vu. Ou alors, ça voudrait dire que Marine Le Pen serait dans le coup. Mais là, bon, c'est pareil. Là, vu la prestation de Marine Le Pen, qui a été catastrophique, aujourd'hui, on est en droit de se poser des questions si finalement, on ne s'est pas tous fait avoir. Et que finalement, cette théorie qui explique que le Front National, en finalité, n'aurait jamais été un parti politique proprement dit, mais plus un parti... vous savez, un petit peu, c'est le principe de la thèse et de l'antithèse, c'est-à-dire que pour valider une thèse, eh bien, on crée une antithèse, de telle manière à ce que l'antithèse sert d'argument pour légitimer la thèse, et de ce fait, la thèse devient valide, même si elle a des aspects très contestables et très contestés.
De ce fait, donc aujourd'hui, le résultat il est là. Macron est élu à 65%, 66,06 certains annoncent, et Marine Le Pen à 34%. Alors c'est encore pire que 2002. Pourquoi ? Parce que 2002, il y avait quand même une certaine différence relativement serrée. Là, on n'est quand même pas dans un résultat serré, on est carrément dans une tôle, c'est-à-dire une claque monumentale. Marine Le Pen n'atteint même pas les 40%, elle fait 34%, donc là, ça confirme finalement la continuité d'un processus sur le paysage politique français, c'est-à-dire qu'une fois le Parti socialiste laminé, les Républicains ridiculisés et aujourd'hui en train d'exploser aussi, et bien finalement le Front National, lui aussi aujourd'hui, est en train tout simplement d'exploser. On dit aujourd'hui que le débat a été certainement très décisif sur le résultat du Front National, c'est-à-dire qu'il y avait encore un électorat qui était prêt à voter Marine Le Pen, qui attendait un petit peu ce débat et qui ont été énormément déçus par ce débat et qui finalement ne se sont pas déplacés. Parce qu'il faut quand même considérer que le taux d'abstention, c'est-à-dire que le nombre de votants dépasse le nombre de votants du Front National. Donc ça veut dire quand même que là on a sur si on fait la classification par nombre de votes, Macron obtient, je ne sais plus combien, mais presque 20 millions d'électeurs. Et en deuxième position, ce sont les abstentions. C'est même pas Marine Le Pen qui arrive en deuxième, ce sont les abstentions. Donc là, c'est qu'il y a quand même un gros défaut. Donc aujourd'hui, sur la globalité, sur l'ensemble du pouvoir électoral, aujourd'hui, c'est clair, net, Macron a été élu avec une minorité. C'est-à-dire qu'il a été élu par une minorité de gens. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler qu'en France, il y a à peu près 53 millions de gens en capacité de voter. Donc 53 millions, en sachant que sur les 53 millions, il y en a à peu près 7 millions qui ont été, alors qui ne se sont pas réinscrits, qui ont été radiés, qui se sont vus annuler leur inscription, si bien qu'on a un 47 millions. Alors c'est bizarre parce que le ministère de l'Intérieur, en affichant certains résultats, on a un nombre d'inscrits différent. Et une fois, on a 47 500 et des bananes, puis une autre fois, on a 47 400 et des bananes. Il faudrait s'accorder les choses parce que là c'est un petit peu bizarre. Bon, enfin bref, on ne va pas revenir sur les chiffres. L'élection est faite, le second tour, le résultat est tombé. Ça sert à rien d'aller chercher les raisons pour lesquelles, pourquoi, le comment, le parce que. Le fait est, c'est qu'en effet, beaucoup de Français ne se sont pas déplacés, beaucoup de Français n'ont pas voté, ou voté blanc, ou se sont abstenus. Donc c'est une force politique qui aujourd'hui va forcément avoir un impact, et risque d'avoir un impact aussi sur les législatives, tout simplement parce que je pense que ce public qui aujourd'hui, en grande partie ne s'est pas déplacé, ou une grande partie s'est abstenu, je pense qu'aujourd'hui est complètement sorti du paysage politique français et se dit que de toute façon maintenant c'est mort, c'est fini. Conséquence, évidemment, donc les partis traditionnels français sont complètement laminés. Là, on le voit aujourd'hui, puisque Emmanuel Macron, maintenant qu'il est investi président, est obligé de créer un parti politique. Donc son parti politique s'appelait maintenant La République En Marche. Et vous avez aujourd'hui des gens socialistes et des républicains qui, tout d'un coup, se rameutent pour... tout simplement, c'est de l'opportunisme pur et simple. C'est de l'opportunisme pur et simple pour essayer de permettre, de pouvoir avoir une place au chaud, c'est-à-dire une place de député, ou parfois une place de secrétaire d'État, ou voire des places de ministre. Et de toute façon, on va voir le gouvernement, je vais vous faire un petit peu rapidement l'État. Et là, oui, ce qui est encore pire, c'est qu'ils ne se cachent même plus. Ils se cachent même plus de leur trahison, de leur inversion. Et je pense que celui qui... Alors lui, il a la Palme d'Or. D'ailleurs, c'est le Festival de Cannes qui est ouvert mercredi. Lui, il a la Palme d'Or du foutage de gueule, c'est Manuel Valls. Alors Manuel Valls, qui croyait pouvoir réussir à se glisser de façon très opportuniste du côté de Macron, mais finalement, Macron, il n'en veut pas. Voilà, alors,
Il a quand même le bénéfice aux législatives de ne pas avoir de candidat au nom de La République En Marche, sauf que M. Valls, dans l'Essonne, eh bien, il va avoir quand même des candidats en face de lui, et non des moindres, puisqu'on a appris que Francis Lalanne était en second sur la liste d'une personnalité dont le nom m'échappe, mais aussi Dieudonné. Dieudonné qui s'affiche également contre, alors je ne sais plus s'il est en première ou deuxième position de liste, avec apparemment le jeune qui avait donné une claque, vous savez, à Manuel Valls. Donc l'Essonne va devenir un terrain assez intéressant pour les législatives parce que on va voir si finalement soit Manuel Valls conserve son fief ou va y avoir de la bataille rude. Mais bon, ceci dit, si Manuel Valls perd également l'Essonne, c'est-à-dire qu'il perd donc son poste de député, c'est certainement l'homme politique qui a au moins le mérite peut-être de satisfaire une partie de la France, de se dire au moins il y a une justice. Voilà, ce type qui a été odieux, qui a été hautain, arrogant, qui a usé du 49.3 pour faire glisser des lois à l'encontre de l'opinion, à l'encontre du sentiment même populaire, finalement il va se retrouver, enfin ne vous inquiétez pas, il va certainement se retrouver une autre place bien payée comme conseiller ou je ne sais quoi, mais déjà de façon Parti Socialiste, vu la trahison qu'il a fait en se glissant du côté de Macron, je pense que si jamais le Parti Socialiste accepte qu'il revienne, non mais là, le Parti Socialiste, c'est mort, quoi. Il faut dire qu'en Madélis, aujourd'hui, le président du PS, on se demande si c'est pas le dernier à rester sur le bateau, parce que là, je pense que le Parti Socialiste est complètement mort. François Fillon, ayant perdu le premier tour, monsieur a disparu. À la limite, c'est peut-être plus intelligent dans l'histoire, se dire voilà, moi je me suis battu à mon niveau, on m'a foutu des casseroles sur le dos, je me suis fait griller sur certaines choses. Voilà, j'ai perdu, donc maintenant, moi je me casse, je vais prendre des vacances, et maintenant démerdez-vous. À la limite, c'est peut-être celui qui a le comportement le plus intelligent et le plus respectable, entre guillemets, on va dire. Et donc voilà, donc on a aujourd'hui notre président Emmanuel Macron. On a désormais maintenant un Premier ministre, alors donc Monsieur Édouard Philippe, qui est un Rouennais, également d'origine, né à Rouen, qui a passé du temps à Amiens, mais qui est devenu ensuite le maire du Havre à la succession d'Antoine Ruffnac. Donc le gouvernement a été donné mercredi, et on se rend compte, en regardant un petit peu plus près les personnalités, que ce gouvernement est en deux phases. Vous avez la phase, prestation, on va dire show, façade. Façade, c'est-à-dire qu'on a nommé des gens qui ont une certaine, on va dire une certaine notoriété, une certaine appréciation positive de la part des Français. Je pense particulièrement à Nicolas Hulot, par exemple, ou Flessel, qui a été championne olympique, je crois, d'escrime, qui est arrivée au sport. Mais alors, en gros, on se rend compte qu'il y a certains personnages du gouvernement qui sont parfaitement le profil type de ce qu'on dit depuis le début concernant Emmanuel Macron. C'est-à-dire que la dissolution de la France au sein de l'Europe, la destruction de la fonction publique, la libéralisation des monopoles, l'ouverture au secteur privé d'un grand nombre de secteurs et massacrer la classe moyenne pour permettre d'enrichir encore plus le capital et la finance et faire en sorte finalement d'asservir le peuple français. Alors peut-être pas encore au niveau de la Grèce, mais ça en prendra le chemin, très clairement. Donc qu'est-ce qu'on a au sein du gouvernement ? Déjà, on va se rendre compte d'une chose, c'est que, par exemple, le secrétaire général de l'Élysée, c'est monsieur Alexis Kohler. Alors, monsieur Alexis Kohler, c'est un énarque qui est passé à la case FMI, et qui est un ancien collaborateur de Pierre Moscovici. Pierre Moscovici qui est aujourd'hui à la Commission européenne de l'économie. C'est le commissaire européen à l'économie. C'est celui qui réussit à se caser dans ce statut
pour tout simplement se barrer un petit peu de la politique française et se trouver une place de planqué, on va dire, et finalement avoir l'autorité sur les budgets de la plupart des pays de l'Union européenne. Donc le Premier ministre, Monsieur Édouard Philippe, alors, qui est un ancien d'Areva, Areva qui est quand même une grosse société, mais aussi qui a été invité à Bilderberg. Alors je crois Bilderberg en 2015, je crois même qu'il a été invité en 2 fois, en 2015 et 2016. Donc ce monsieur, donc 2 fois invité à Bilderberg, donc le monsieur, il connaît parfaitement les objectifs, les plans qu'il va devoir appliquer au niveau de la France. Ce qui finalement revient à la source, puisqu'à la source, rappelez-vous, on avait dit que celui qui allait certainement bénéficier d'un tremplin, c'était Alain Juppé, parce qu'Alain Juppé avait été invité au Bilderberg, et que généralement les gens qui sont invités à Bilderberg, c'est qu'on leur confie une mission, on leur confie un plan à mettre en place suivant un processus après démocratique pour accéder au pouvoir. Et au final, finalement, vu que Édouard Philippe est quand même quelqu'un qui est connu pour être un proche d'Alain Juppé, finalement on revient à la case départ. Autre personnage aussi qui va être assez important et qu'il va falloir regarder de plus près, c'est la ministre des Armées qui est Sylvie Goulard. Alors Sylvie Goulard, c'est quand même quelqu'un d'assez particulier parce que c'est une européiste jusqu'au bout des doigts. Et qui commence déjà très très fort, à peine nommée, en ayant un petit peu des discours qui démontrent que la dame, la France, elle en a rien à foutre, que l'armée française, elle a fermement l'intention de la mettre à disposition de l'OTAN, même si pour l'instant il y a encore beaucoup de réserves au sein, parce qu'il faut quand même donner l'illusion qu'on ne veut pas tout simplement remettre l'armée, les clés de l'armée française à l'OTAN. C'est quand même un individu qui, pour moi, me fait un petit peu peur, je vous l'avoue très franchement, parce que, étant une européiste assez convaincue, c'est quand même quelqu'un qui est aussi passé au sein du groupe Spinelli, le groupe Spinelli qui compte en son sein des représentants d'Israël, entre autres également, et de l'Inde. Et c'est également quelqu'un qui a été invité aussi au Bilderberg en 2016. Donc, voilà, c'est un petit peu... Alors, autre personnage très intéressant aussi au niveau du gouvernement, vous avez le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, Jean-Yves Le Drian, alors lui, c'est exceptionnel, c'est historique même, c'est le seul personnalité politique d'un gouvernement qui, lors d'une transition, d'une nouvelle présidence, reste dans le gouvernement. C'est la première fois que ça arrive. Par contre, il est ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. À ceci près, c'est que ces 3 personnes sont des frères Latruelle, puisque Gérard Collomb a été membre du Grand Orient de France, Jean-Yves Le Drian est également membre du Grand Orient de France, et Jean-Michel Blanquer a été ancien grand maître du Grand Orient de France. Donc on a quand même une bonne tripotée de francs-maçons. Vous avez le ministre de la Cohésion et des Territoires, qui était ancien directeur général des mutuelles de Bretagne, qui est Richard Ferrand. Vous avez Jacques Mézard, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, membre du PRG, parti ayant de fortes accointances avec le FM, le Fonds monétaire international. Les hommes de parole, les hommes de parole. On a ministre de la Justice et garde des Sceaux, la plus célèbre girouette de la République, monsieur François Bayrou. On se tape Bayrou, qui a réussi finalement, après plusieurs années, à se foutre de la gueule des gens, à trouver sa place de ministre de la Justice. On a Bruno Le Maire, également, qui est gros suceur sous la jupe de la République, qui est devenu ministre de l'économie, qui pourtant a été de ceux qui a critiqué aussi Emmanuel Macron, donc comme quoi il y en a qui n'ont véritablement aucune fierté, finalement, qui changent qui retournent leur veste comme leur chemise. Vous avez Gérard Darmanin. Alors Gérard Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, et ce monsieur pareil,
à surveiller parce que c'est quand même quelqu'un qui est plutôt dans le sens que Emmanuel Macron serait le dernier président de la Ve République, parce que fatalement il va y avoir un moment quelque chose à faire pour moderniser, réformer, changer finalement le système. Sauf que c'est quand même quelqu'un qui avait quand même prétendu que l'élection de Macron, c'est qu'au diable ne plaise, précipiterait la France dans l'instabilité institutionnelle. Donc c'est quand même formidable qu'un type qui tient tel propos finit par être ministre de l'Action et des Comptes Publics. Encore une fois de plus. Et enfin, donc nous avons Nicolas Hulot. Alors Nicolas Hulot, qui est ministre de la Transition écologique, dont la Fondation pour la Nature et l'Homme est notamment financée par EDF, TF1 et L'Oréal, et qui avait jusqu'en 2009 un magnifique logo qui s'appelait Fondation Nicolas Hulot. Donc monsieur Nicolas Hulot, alors, on se souvient que c'est quand même quelqu'un qui a toujours défendu un petit peu la nature avec son émission Choya, qui a toujours été représentatif finalement d'une certaine écologie, d'un certain respect de l'environnement. Le seul problème, c'est que il y a toujours une ambiguïté chez ce personnage, qui est un personnage apprécié des Français, mais qui joue justement très bien son rôle. Alors que finalement, aujourd'hui, quand il intègre un gouvernement Macron, qui a une autre personnalité qui, elle, est une personnalité qui va certainement, si elle reste après législative, faire en sorte de glisser une libéralisation et de casser la réglementation en matière d'interdiction d'exploitation du schiste en France. Voilà, il y a quelque chose qui ne colle pas. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, c'est quand même quelqu'un qui a travaillé chez le privé, chez Danone, Dassault ou Orange, donc voilà, Muriel Pénicaud, c'est certainement celle qui va tout simplement recevoir les réformes, recevoir les ordonnances, qui va les présenter à l'Assemblée et qui va essayer de faire glisser ça assez rapidement. Vous avez Agnès Buzyn, ministre de la Solidarité et de la Santé, pour laquelle les conflits d'intérêts ne sont pas un problème, bien au contraire. Enfin bon, on a quand même une belle équipe. Après, vous avez ceux qu'on ne connaît pas, puis qu'on a l'impression que c'est vraiment des gens qui ont été placés là, peut-être qu'ils vont certainement dégager, je vous dis, après législative. Alors vous avez Françoise Nisset, qui est ministre de la Culture, vous avez Frédéric Vidal, enseignement supérieur, Annick Girardin, ministre de l'Outre-mer, Laura Flessel, donc ministre des Sports, Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique, chargée des Transports, et Marielle de Samez, ministre chargée des Affaires européennes. Alors Marielle de Samez, c'est une pro-européenne, donc elle est très bien dans son poste-là. Et donc après, vous avez aussi les secrétaires d'État, mais on ne va pas faire toute la liste, parce que ça devient un petit peu compliqué. Donc, sans surprise, on est quand même en face d'un gouvernement essentiellement constitué de gens qui sont des pro-européens, qui vont à la limite être ceux qui vont appliquer finalement ce que Bruxelles va leur demander de faire, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va faire croire qu'il y a un fonctionnement de gouvernement, mais il y a de fortes chances que, de toute façon, on a déjà un Premier ministre, Édouard Philippe, qui est un convaincu, donc lui, il recevra les ordres, les directives. Et on revient exactement à ce que disait Asselineau, et je pense qu'Asselineau, aujourd'hui, les gens, j'espère, vont se rendre compte qu'il avait dit vrai. Édouard Philippe va appliquer les recommandations européennes sur les plans budgétaires et politiques de la France sur le projet 2016-2017. Je ne remettrai pas le lien de ce document parce que je l'ai déjà mis 2 fois, donc je pense que c'est suffisant. Si vous ne l'avez pas regardé, voilà, je ne peux plus rien faire pour vous. Il y a des chances qu'à mon avis, si vous regardez cette vidéo et que vous avez voté Macron, je pense que
excusez-moi du peu, mais je comprends que vous ayez pu voter Macron contre le Front National, mais finalement, rendez-vous compte que vous êtes tombé dans le piège. Vous êtes fait piéger comme des amateurs. L'idée de dire, oui, mais de voter, c'est un devoir civique, etc. Non, c'est pareil, ça c'est... Voter, devoir civique, oui, à partir du moment où le système est cohérent et vous laisse la liberté de choix. Or, le choix, vous ne l'avez plus. Ça fait depuis des années qu'on vous bloque, qu'on vous coince dans un coin pour vous obliger à voter pour des gens pour qui vous ne voulez pas voter. Et fini. Là vient l'idée de changer le mode de scrutin, de passer sur un scrutin qui consistait tout simplement à, tant qu'on n'atteignait pas la moitié du quorum, l'élection était donc annulée et tous les candidats qui étaient présentés ne pouvaient pas se représenter à une autre élection. C'était évidemment l'idée pour éliminer toute cette arrière-garde de politiciens véreux, corrompus, opportunistes, dont on ne veut plus. Mais aujourd'hui, voilà, on est en face de... En effet, les vieux briscards de la politique aujourd'hui ne sont pas au gouvernement, mis à part évidemment Bayrou, mais les autres sont de la chair fraîche. Qui vont... il y a Bayrou et Drian, pardon. Mais par contre, tous les autres vont là maintenant s'évertuer, essayer de vous convaincre à voter pour eux, pour leur donner un poste de député, mais surtout donner une majorité à Emmanuel Macron. Aujourd'hui, vous allez certainement entendre beaucoup de gens qui vont dire oui, il faut surtout donner une opposition, il faut faire une opposition pour qu'il y ait un gouvernement de cohabitation si on veut éviter le massacre. Sauf que moi je suis un petit peu comme Philippot, je suis assez réaliste. C'est-à-dire, je pense que de toute façon, si les gens se sont laissés piéger au présidentiel à voter Macron, ils vont se faire piéger à voter pour les gens pour donner une majorité à Macron. Donc je pense qu'à la limite, les législatives sont déjà torchées, il y a de fortes chances que Macron atteigne alors peut-être un nombre de points très court, mais il y a de fortes chances que Macron ait sa majorité et qu'il mette en place sa politique. Et que je pense que dès l'été, dès le mois de juillet, alors juillet-août, comme d'habitude, je pense qu'il y a des Français qui vont rien voir, mais par contre au mois de septembre, quand ils vont revenir de vacances, là ça va faire très mal, je peux vous dire que ça va saigner. Non seulement déjà on se plaignait de Hollande, de 5 ans de Hollande, de gouvernement Hérault et de gouvernement Valls, mais là, à côté ça va être du pipi de chat, je le dis franchement, pour ceux qui n'ont pas encore bien compris. Pourtant dans le blog, et je ne suis pas le seul, il y a d'autres sites, il y a d'autres blogs qui ont essayé d'expliquer, qui ont donné les documents, qui ont apporté tous les éléments de réflexion pour que vous preniez bien conscience de ce que va être la politique de Macron. Mais il semble qu'il y ait des gens qui ne veulent pas voir. Alors, soit ils ne veulent pas voir, soit ils sont crétins ou idiots, ce qui est tout à fait possible. Donc maintenant, voilà, maintenant il faut assumer. Je pense que si j'ai un conseil à donner, c'est tout simplement aux gens de commencer à faire des réserves. C'est de faire des réserves, c'est-à-dire d'essayer d'investir dans du patrimoine. Et vu que nous avons un Macron qui va certainement faire changer l'ISF en IFI, j'ai mis l'article dans le blog, vous verrez, la réforme de l'ISF va consister tout simplement alors officiellement, il y a l'IFI, alors l'IFI ça va être je me souviens plus de la dénomination exacte, c'est l'impôt sur la fortune immobilière, voilà, ça y est, je viens de m'en souvenir. Ça consiste tout simplement à remplacer l'ISF, c'est-à-dire qu'on va imposer les gens qui ont des biens immobiliers de plus d'1 million ou 1,3 million, je ne sais plus, d'euros. C'est-à-dire que les gens qui sont riches, en effet, eux, ils vont payer. Mais le problème, c'est que les gens qui ne sont pas riches, mais qui ont hérité de biens immobiliers, dont la valeur, parce qu'ils ont une situation géographique dans des quartiers où le prix du mètre carré est très élevé, je pense à tous les gens qui ont parfois acheté des appartements dans Paris ou dans des grandes villes, qui les mettent à location, etc. Mais tout l'ensemble de ce bien immobilier va représenter certainement plus d'1 million. Sauf que le problème, c'est des gens qui vivent très modestement avec les revenus des rentes et des loyers qu'ils payent, en plus en payant toutes les charges, etc. Bon, ils se retrouvent avec des revenus assez qui sont suffisants, convenables, on va dire, pour certains, mais si on leur rajoute une taxe, une taxe équivalente à l'ISF, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont la sentir passer, et ça va faire très mal. Donc voilà, c'est le genre de choses qui va certainement tomber.
Maintenant, advienne que pourra, faut être vigilant. Les législatives, même s'il peut y avoir encore des chances de voir ou de décrocher peut-être une opposition, mais il y a peu de chances. Je pense que même Mélenchon aujourd'hui est en train de perdre sa crédibilité, alors qu'il avait quand même réussi à conquérir un électorat qui n'était pas négligeable. Il faut bien lui admettre, bien rendre à César ce qui appartient à César. Sauf que là, pour les législatives, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se rendre compte qu'en fait, il est en train tout simplement de protéger son cul. Hein, en se recasant dans le sud de la France pour se présenter en tant que député de circonscription de je ne sais plus de quel endroit. Mais voilà, je veux dire, c'est... La quasi-certitude aujourd'hui qu'on peut avoir concernant donc, cette élection présidentielle de 2017, c'est que le paysage politique français a été détruit, a été complètement laminé, a été complètement est en lambeaux, et qu'aujourd'hui il y a des personnalités politiques qui ont tout intérêt aujourd'hui à présenter quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Je pense à Philippot, par exemple, qui, à mon avis, dans les mois à venir, va certainement essayer... Là, il est en train d'essayer de se raccrocher un petit peu au Front National pour essayer de voir comment le Front National va évoluer, comment Marine Le Pen, qui vient d'annoncer d'ailleurs que finalement elle se présentait à Hénin-Beaumont, voir comment le Front National va évoluer, s'il va évoluer pour essayer de s'extirper un peu des mauvaises images qui lui a peut-être porté défaut. Sauf que le problème, c'est que bon, l'image du Front National, ça restera le Front National. Rien que le nom Front National, déjà, il y a des gens, ils ont les poils qui s'hérissent sur leur peau. Donc voilà, donc je pense que Philippot, mon avis, va certainement à un moment donné quitter le bateau et fonder son propre mouvement. Parce que, je pense que, très sincèrement, Philippot est quelqu'un de très intelligent et je pense qu'il sait pertinemment que c'est le moment, que ça va être le moment de le faire, parce que vu qu'on a aujourd'hui, comme je l'ai dit, le Parti socialiste est en train de disparaître, est en train de s'effondrer sur ses propres bases et va certainement, je sais pas, ils vont peut-être... Je ne sais pas trop comment ils vont réussir à sauver le Parti socialiste, c'est pas sauvable. Je crois que le bateau est en train de couler. Les Républicains, c'est pareil, ils ont créé les Républicains pour l'élection, mais vu là aujourd'hui comment ils ont des membres qui sont en train de retourner leur veste, etc. Donc je pense que la droite va certainement aussi, va devoir à un moment réfléchir à reconstituer quelque chose et mettre un terme à ce parti des Républicains. Et puis le Front National, oui, comme je l'ai déjà dit, son avenir est plus que obscur aujourd'hui. Autre personnalité donc, qui confirme bien que le Front National est certainement fini, c'est Marion Maréchal Le Pen, qui elle aussi a été quand même considérée comme étant plus l'héritière idéologique, on va dire, de Jean-Marie Le Pen, bon, aujourd'hui qui a tiré sa révérence et qui a compris que de toute façon c'était fini, que l'aventure était terminée. Donc voilà. Alors il y a apparemment des manifestations déjà sur Paris contre Macron. On va voir comment ça va tourner, on va voir. Le problème, c'est que je pense que si les Français réagissent, il faut un canalisateur. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui représente quelque chose, qui soit rassembleur. Là, pour l'instant, il n'y a plus personne. Même Mélenchon, de toute façon, ne sera pas rassembleur. Parce que sinon, ça va partir dans tous les sens, ça va manquer de cohésion, ça va manquer de cohérence. Et très rapidement, les mouvements vont finir par se tasser, s'effondrer de façon très rapidement, comme ça a été le cas avec les Nuits debout. On se souvient l'année dernière, hein, les Nuits debout était un mouvement qui était parti d'un bon sentiment, mais qui très très rapidement s'est fait infiltrer et s'est fait complètement détourner dans son essence pour devenir un truc complètement idiot et ridicule. Complètement décrédibilisé, on va dire, et que arrivé au mois de juillet, il n'y avait plus personne dans les rues, etc., parce que là c'est les vacances. Donc voilà, c'est malheureux à dire, mais pour l'instant j'ai pas l'impression que les Français sont encore prêts vraiment à réagir et à faire quelque chose, un mouvement de résistance contre ce président. Qui, je le répète, attention, c'est quelqu'un qui risque de mener la France dans quelque chose de terrible.
Voilà. Et je prends absolument pas de risque en disant ça, je suis pas le seul, et on verra un peu comment ça va donner. Tout de suite la suite. Alors la suite aux États-Unis, suite de l'aventure Trump. Alors là, je tiens quand même à préciser une chose. Comme je le rappelle, je le vis de l'intérieur, hein, je suis aux États-Unis, et c'est formidable. C'est quand même énorme. Je rappelle très rapidement, nous sommes actuellement dans l'affaire qui concerne une personnalité assez importante dans le système américain, qui est le directeur du FBI, qui a été viré, c'est James Comey. Je rappelle rapidement l'historique. James Comey, c'est ce directeur qui avait été chargé d'enquêter sur les infiltrations, les piratages pendant la campagne présidentielle. C'est celui qui, à un moment donné, a commencé à vouloir mettre son nez dans les affaires, dans les données qui avaient été piratées concernant Hillary Clinton. Mais qui très vite s'est fait rappeler à l'ordre pour tasser un petit peu l'affaire. Et qui finalement, 3 jours avant l'élection, c'est-à-dire 3 jours avant, c'était le 8 novembre, c'est ça, le 8 novembre, oui, 3 jours avant le 8 novembre, tout d'un coup, fait une lettre, et beaucoup d'experts le disent, cette lettre a certainement été décisive sur la défaite de Hillary Clinton. Et cette lettre, on s'en souvient, c'était une lettre pour essayer de remettre un petit peu, justement, de ramener un débat ou une réflexion sur ces affaires concernant Hillary Clinton et poser des questions fondamentales sur certains aspects de sécurité et de crédibilité vis-à-vis des institutions américaines. Très rapidement, il a dit non, ben c'est bon, on ne fera rien, etc. Mais ça a quand même porté un énorme préjudice à la crédibilité et à l'image de Hillary Clinton. Et eh bien, Trump a décidé tout simplement de le virer. Et de le virer à la surprise générale. Alors évidemment, tout le monde dit que, ici aux États-Unis, que s'il a été viré, c'est parce qu'il y avait une enquête concernant justement les liens que pouvait avoir Trump avec la Russie, pour essayer d'établir qu'il y a bien eu une collusion, un lien particulier. Sauf que le problème, c'est que c'est pas le cas. Puisque même Donald Trump le dit, alors après on peut dire ce qu'on veut, entendre des gens dire oui mais de toute façon ce que dit Trump c'est des mensonges, etc. Non, c'est pas forcément des mensonges. La réalité elle est tout autre, c'est que aujourd'hui Donald Trump est isolé. Il est isolé tout simplement parce qu'on a réussi à dégager certaines personnes, on a dégagé Flint, on a dégagé Bannon, on a dégagé, je ne me souviens plus son nom, celui qui était normalement affecté à la justice. Et on a réussi, l'État profond a réussi à faire jouer justement ces points névralgiques dans le pouvoir administratif américain pour faire comprendre à Trump, ok, tu as été élu, c'est bien, mais voilà nous ce qu'on prévoit de te faire si tu ne suis pas les ordres. Et finalement, aujourd'hui, Donald Trump, et on le voit, puisque Donald Trump a tout simplement retourner sa veste sur pas mal de points de sa campagne. En réalité, aujourd'hui, Donald Trump n'a plus aucun pouvoir sur la politique extérieure, c'est-à-dire sur la géopolitique américaine. La géopolitique américaine, on lui a dit, voilà, tu fais ça, 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 ça. En échange, qu'est-ce qu'il a fait ? Bah, tout simplement, il a donné la tête de Comey. Double emploi. Lui, ça lui assure en effet que le FBI ne fasse pas d'enquête sur lui pour éventuellement trouver soi-disant quelque chose avec la Russie. Je rappelle que cette affaire, ça fait des mois maintenant que ça traîne et que personne n'a été capable d'apporter une moindre preuve sur une quelconque influence de la Russie pendant la campagne présidentielle, que tous ceux qui passent à la télévision, les experts, les journalistes, ne font que parler de conviction. On a la certitude que, on a la conviction que, mais pas de preuve. Donc, mais c'est surtout, c'est comme le fait que Comey ait été viré, il a été viré tout simplement parce qu'il avait fait cette lettre et qui a coûté la place à Hillary Clinton. Donc en fait, Donald Trump a offert la tête de Comey aux démocrates pour faire plaisir au Parlement, à son propre parti. Enfin,
dire son propre parti, c'est difficile parce que même chez les Républicains, beaucoup de gens, beaucoup de ténors républicains ne peuvent pas le blairer. Et le fait est, c'est que sachant... le problème fondamental, c'est que les Républicains, en fait, se sont mordus la queue. C'est-à-dire que les Républicains ont imposé Pence en tant que vice-président, sauf que Pence, c'est quand même un radical, c'est quand même un ultra-conservateur, c'est un... Voilà, pour vous donner un exemple, c'est quelqu'un qui, s'il était au pouvoir, serait le premier à commencer à modifier les droits d'accès à l'IVG. Bon, ça a commencé déjà un petit peu à être modifié. Mais c'est un sujet très compliqué, mais qu'on a évidemment simplifié comme étant, ouais, regardez, Trump a annulé, veut supprimer l'IVG, l'accès à l'IVG. Non, c'est pas le cas. C'est quelque chose de plus compliqué que j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, et j'ai mis un article sur le blog, mais je ne vais pas revenir au-dessus. Donc le fait est, c'est que Trump est complètement isolé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a des démocrates contre lui, il a les progressistes contre lui, et il a même des gens républicains de son propre parti contre lui. Donc il est complètement isolé. Donc s'il veut pouvoir garder son fauteuil à la Maison-Blanche, eh ben, il a été obligé tout simplement de céder. De céder sur quoi? De céder tout simplement sur les plans et les programmes américains concernant la géopolitique, concernant la politique extérieure. De ce fait, finalement, Donald Trump se retrouve exactement dans la même situation qu'Obama. C'est-à-dire qu'Obama, qu'est-ce qu'il avait? Obama, on lui a dit la même chose. On lui a dit, voilà, tu appliques le plan concernant la géopolitique, concernant toutes les affaires sociétales, fiscales, budgétaires, économiques du pays, tu fais ce que tu veux. Voilà, tu fais joujou, tu crées ton Obamacare si tu veux, on fait semblant, voilà, on fait jouer le principe démocratique pour l'illusion, etc. Mais en matière sociétale, à l'intérieur des États-Unis, de toute façon, vu que le peuple américain il est déjà sacrifié, que les choses soient claires, le peuple américain est sacrifié. Hein, l'État profond et l'establishment américain en a rien à foutre de la population américaine. Ils sont tout à fait capables demain de déclencher une guerre et de laisser des bombes nucléaires tomber sur son propre peuple. Ça les dérangeront pas du tout. Donc ça, il faut que ça soit bien ancré dans les esprits. S'il faut sauver l'impérialisme américain, s'il faut sauver l'impérialisme de la finance, c'est pas tellement l'impérialisme américain aujourd'hui, c'est plutôt la finance. Ils sont capables, d'appuyer sur le bouton rouge pour faire un reset. Hein, mais bon, ça c'est un autre débat. Donc du coup aujourd'hui, Trump est en fait complètement isolé. Et Trump est en train tout simplement d'appliquer en matière de géopolitique, il est tout simplement en train d'appliquer ce que normalement les démocrates avaient prévu d'appliquer. Et on le voit aujourd'hui avec les relations avec la Russie qu'il souhaitait pouvoir assouplir, mais qu'il a commencé à durcir, que là on est en train de se poser la question, qu'est-ce qui nous prépare comme nouveau conflit, on va dire, parce que la Syrie, pour l'instant, la Syrie, ils sont en train de faire le nettoyage. C'est-à-dire que là, ils essayent tout simplement de dégager l'État islamique. Tout ce qui est État islamique, ils sont en train de nettoyer. C'est pour cette raison d'ailleurs que Trump a donné des informations aux Russes concernant Daesh, mais qu'aux États-Unis on est en train d'en faire une montagne, parce que rendez-vous compte, il a filé des informations confidentielles, des informations sensibles aux Russes, c'est un traître, blablabla. Alors qu'en fait non, ça fait partie de la stratégie. La stratégie, c'est faire le nettoyage, se débarrasser de l'État islamique pour remettre une position de conflit entre les rebelles et Assad. Et là, retrouver une situation de guerre civile dans laquelle les États-Unis, évidemment, seront du côté du rebelle et que la Russie, à un moment donné, va devoir faire un choix. C'est-à-dire que là, vu que le conflit contre l'État islamique, si l'État islamique est enfin éliminé, la Russie, elle reste alliée d'Assad. Donc la Russie, forcément, on va dire, écoute, tu es toujours allié avec Assad, ou alors tu laisses tomber, tu nous laisses faire. Donc, vous voyez, la situation en Syrie est loin d'être réglée. Vous avez l'Ukraine également. Alors l'Ukraine, pour l'instant, ils ne savent pas trop comment faire tourner la mayonnaise, parce que du côté ukrainien, ça devient de plus en plus compliqué, parce que du côté des Ukrainiens pro-Europe, ils commencêtre à se rendre compte que être pro-Europe, c'est pas dans leur intérêt, et que ça commence un petit peu à bouger aussi.
Et vous avez le Venezuela qui est en train de complètement s'effondrer sur ses propres bases, et qui, on a appris aujourd'hui que le mouvement d'opposition à Maduro qui est le président très contesté, mais qui est un président chaviste, hein, c'est-à-dire que c'est celui qui a succédé à Hugo Chavez, qui donc défend l'indépendance et veut empêcher justement le Venezuela de retomber sous le joug de l'impérialisme américain, sauf que les Américains évidemment sont derrière les supports d'opposition vénézuéliens, et on a l'impression qu'en fait il est en train de se préparer une sorte de printemps arabe en Venezuela, c'est-à-dire l'armée américaine, enfin pas l'armée américaine, quoique on n'en est pas loin, mais les Américains sont en train tout simplement d'afficher leur soutien à l'opposition vénézuélienne et d'essayer de provoquer un conflit, provoquer une guerre civile tout simplement, et rebelote, on se retrouvera encore dans le même scénario. Je tiens aussi à préciser juste un petit détail, parce que c'est toujours lié à cette politique, à cette géopolitique. Au Brésil, vous avez Temer, c'est Temer, je crois. Enfin, c'est le fameux président qui a été élu, qui avait fait la succession de Rousseff. Rousseff qui s'était fait destituer, soi-disant, pour des affaires de corruption, mais que finalement, elle a été blanchie, et que on s'est rendu compte que finalement, elle a été destituée pour rien. Et que finalement, c'est celui qui l'a remplacé qui, lui, par contre, il est embourbé dans des affaires de corruption. Et qui est connu et réputé comme étant un agent de Washington, agissant pour le compte des Américains. Donc ce qui met une situation encore plus compliquée. Enfin bon, voilà, il y a des instabilités partout, et on peut dire que Donald Trump, aujourd'hui, c'est un peu c'est le guignol, quoi. C'est un peu la marionnette qui je dirais même à la limite, j'irais même beaucoup plus loin, c'est que quand on voit aujourd'hui la victoire de Macron en France, je serais presque en train de dire que finalement tout commence à devenir logique. C'est-à-dire que l'élection de Donald Trump, qu'on disait non, c'est pas possible, eh bien si, c'est possible. C'est-à-dire que quand vous avez décidé de faire... Enfin, quand vous vivez dans un système, je vais simplement, vous allez voir le raisonnement. Quand vous vivez dans un système et que ce système, vous vous rendez compte qu'il ne peut plus fonctionner. C'est-à-dire que tôt ou tard, ça va péter. Ça va vous... Je vais prendre un exemple très flagrant. Vous avez une voiture, par exemple. Une voiture, ça fait des années que vous la gardez, etc. Vous essayez de l'entretenir, etc. Mais vous savez qu'il y a quelque chose qui va très très mal dans le moteur, et que tôt ou tard, le moteur va exploser. Sauf que vous ne voulez pas assumer la responsabilité du fait que le moteur va exploser. Donc qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous allez prêter votre voiture. Vous allez prêter votre voiture à quelqu'un, et vous allez laisser cette personne utiliser cette voiture jusqu'au moment où le moteur va péter. Et ensuite, vous allez dire que c'est de sa faute, à lui, si le moteur il a pété. Ça y est, vous avez compris ? C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, on est en train de mettre en place des gens qui sont des boucs émissaires. Donald Trump est un bouc émissaire, comme Macron est un bouc émissaire. C'est-à-dire que ce sont des personnages, ce sont des personnalités qu'on a mis en place. Alors, peut-être je me trompe, mais il y a quand même une certaine cohérence maintenant sur l'évolution des choses. Quand on fait la comparaison de la situation économique, géopolitique, et quand on voit la situation politique de certains pays comme la France, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne. En Allemagne, on va voir ce que ça donne. Est-ce que Merkel va garder son poste en sachant que peut-être l'Allemagne a encore un potentiel, donc il y a encore quelque chose à tirer, ou si l'Allemagne commence à faiblir un peu, elle va passer la main à quelqu'un d'autre, faut s'y attendre. Donc voilà, c'est-à-dire que le jour où ça va péter, ça ne sera pas la faute... ça ne sera pas la faute de Hillary Clinton, ça ne sera pas la faute de Juppé, ça ne sera pas la faute de Fillon, ça sera la faute de Macron, ça sera la faute de Donald Trump. Donc voilà, ça commence véritablement à avoir une certaine cohérence par rapport à ça. Alors, attention, c'est une analyse qui m'est tout à fait personnelle, au vu de la situation.
évidemment, on ne peut pas forcément comprendre ça si on n'a pas un petit peu tous les tenants et les aboutissants du fameux puzzle mondialiste aujourd'hui. Mais en ce qui me concerne, la victoire de Macron, surtout dès le premier tour, quand j'ai vu le résultat, qu'il était même en premier, tout de suite j'ai dit ok, c'est bon, là ils sont en train de placer des pions pour accélérer le mouvement, pour accélérer un processus, et finalement voler les démocraties. Ils ont volé la démocratie en France en poussant justement ce personnage de Macron. Et donc aux États-Unis c'est pareil, sauf que le problème c'est qu'aux États-Unis il y a très très peu d'Américains qui vont au fond des choses et qui se contentent de ce qu'ils voient en surface. Et donc j'entends des conneries, mais à un point vous ne pouvez pas vous imaginer de la part d'Américains qui ont des arguments mais qui ne tiennent pas debout. Mais le problème c'est qu'ils en sont convaincus. Ils en sont convaincus. Mais dès que vous commencez à essayer d'un petit peu d'ouvrir le livre pour essayer d'aller chercher un petit peu les éléments, pour essayer de les amener tout d'un coup, non, ils refusent d'analyser par eux-mêmes la situation. Moi, quand je dis à des Américains, je dis, mais attendez, vous êtes tellement focalisés, on vous focalise tellement sur Donald Trump, que vous en oubliez complètement, comment se fait-il qu'un type comme Donald Trump ait réussi à atterrir à la Maison-Blanche? C'est déjà, il y a un problème. C'est déjà la primaire, le fait qu'il ait gagné une primaire pour être vu le personnage, Donald Trump, c'est déjà, là, il y a déjà un problème. Et de deux, le fait qu'il ait gagné l'élection et qu'il soit président des États-Unis, ça pose un deuxième problème. Donc le problème, il est peut-être où? Il est peut-être dans le système. Peut-être que le système aujourd'hui n'est plus représentatif, n'est plus cohérent, n'est plus légitime. Mais ça, évidemment, si on commence à dire, ah oui, mais alors, ça veut dire qu'il faut changer. Donc qui dit changer dit aller dans un inconnu, qui dit d'aller dans un inconnu, alors ça, les Américains, ils détestent l'inconnu. Ils veulent savoir absolument, ils veulent tout paramétrer, ils veulent tout... Ils disent non, il faut réimaginer, il faut recréer, il faut repenser. Mais ça, aux États-Unis, c'est quelque chose, c'est très très compliqué pour eux, culturellement, de repenser quelque chose, de réfléchir à autre chose que ce qu'ils ont l'habitude d'avoir, de ce qu'ils ont l'habitude de voir, de ce qu'ils ont l'habitude dans lequel ils vivent. C'est quelque chose qui est très 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 difficile pour eux. Et en France, c'est à peu près la même chose. Puisque quand on parle de sortir de l'euro, évidemment, c'est lancer le pays dans un inconnu. Mais on se dit d'un autre côté que l'euro, de toute façon, est une monnaie devenue instable, qui est une monnaie devenue dangereuse, et que le jour où elle va exploser, mais c'est pas que la France qui va exploser, c'est l'ensemble des pays européens, et que l'idée de revenir sur une monnaie nationale est tout à fait possible. Alors évidemment, ça va demander des conséquences, mais évidemment, il y a un tel dogme sur l'euro qu'on a réussi à convaincre les gens qu'il ne faut absolument pas sortir de l'euro. Que l'euro, c'est très très bien, que maintenant c'est acquis, c'est comme une religion, c'est comme Dieu. Voilà. L'euro, c'est Dieu. On ne peut pas remettre en question le dogme de Dieu, donc on ne peut pas pousser des gens à imaginer que peut-être revenir à une monnaie, ça peut peut-être aider la France à retrouver non seulement sa souveraineté monétaire, sa souveraineté budgétaire, sa souveraineté également économique. Mais ça, non. Ça demande des connaissances que malheureusement la plupart des gens n'ont pas. Et d'ailleurs, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Marine Le Pen s'est plantée, parce qu'au bout d'un moment, quand elle a voulu essayer de capter un autre électorat, un électorat plutôt un petit peu encore effrayé par l'idée de sortir de l'euro, quand elle est partie sur l'idée de oui, mais on reprend une monnaie nationale, mais on pourra continuer à fonctionner avec l'euro en tant que monnaie, etc. Non, je tiens à rappeler pour la petite histoire, c'est qu'en 92, je crois quelques années après, je ne sais plus si c'est en 92 ou 80, enfin 92 c'est Maastricht, mais on avait créé une monnaie qui s'appelait l'écu. L'écu, ça devait être la monnaie d'échange international, c'est-à-dire que chaque pays avait encore sa monnaie nationale, mais pour les échanges économiques internationaux, on avait créé l'écu. Sauf que le problème, c'est que l'écu ne fonctionnait pas. Donc revenir à cette idée de dire, ah oui, mais on reprendrait par exemple le franc, mais on garderait encore l'euro pour justement les échanges internationaux, non, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner parce que si on reconnaît l'euro comme étant une monnaie pour les échanges internationaux, ça veut dire que notre monnaie nationale n'a aucun intérêt économiquement parlant et au niveau des échanges internationaux,
Ça n'a aucune crédibilité, c'est idiot. Voilà, c'est un peu, si vous voulez, c'est comme si vous disiez j'achète une Ferrari, mais j'achète une 2 chevaux et je vais rouler avec la 2 chevaux. Parce que je garde la Ferrari au cas où. Mais c'est idiot. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Si vous achetez une Ferrari, c'est parce que vous voulez en profiter, vous voulez la conduire. Hein, c'est pas pour conduire une 2 chevaux et garder votre Ferrari au garage parce que vous avez décidé d'avoir une belle Ferrari et que c'est meilleur pour l'image, pour la réputation, mais qu'au final vous en servez pas. Donc voilà, ça n'a absolument aucun intérêt. Et puis, et donc aux États-Unis, oui, l'idéologie médiatique, le quatrième pouvoir, je crois qu'on appelle ça en médiatique, continue son attaque constante et systématique à l'encontre de Donald Trump. Mais au moins ça sert l'intérêt tout simplement de détourner l'attention des Américains qui ne regardent pas ailleurs, qui ne regardent pas sur la situation économique de leur pays, qui ne regardent pas ailleurs sur le détricotage budgétaire du pays, sur l'effondrement des réseaux de distribution et du commerce du détail, par exemple. Hein, j'ai mis un article justement qui parle des différents gros groupes de distribution, des grands magasins qui sont en train de se casser la figure. Donc voilà, les Américains sont complètement aveugles. Je suis désolé de dire ça pour eux, mais ils sont complètement out. Il y a toujours des Américains qui sont relativement ouverts d'esprit et qui savent analyser et qui comprennent ce qui se passe. Mais majoritairement, ils sont complètement... il suffit de voir la télévision, même ce qu'on appellera en France des chansonniers un peu. Hein, c'est-à-dire que ce sont ces showman qui font un petit peu qui plaisantent, qui s'amusent un peu, avec parfois du bon sens, sur le paysage politique américain, surtout sur Donald Trump évidemment, puisque c'est la bête noire. Mais même eux font preuve d'un peu trop de complaisance, de consensualité justement à rester dans un créneau, à mettre les gens vraiment dans une boîte finalement de pensée pour éviter qu'ils aillent voir ailleurs. Et même des fois dans leurs critiques, ils ne sont pas forcément très objectifs. Il y en avait un qui savait voir un petit peu les choses de façon globale, mais lui, ça fait très longtemps qu'il a compris que ça servait plus à rien de continuer. C'est Richard Anderson, je crois, son nom. C'est Richard Anderson, qui passe de temps en temps maintenant, qui fait des petits clins d'œil chez Stephen Colbert. Mais voilà, on sent qu'il y a véritablement de plus en plus une pression pour conditionner le peuple américain à ne regarder que dans un sens et pas d'aller regarder ailleurs ce qui se passe pour comprendre que forcément, tôt ou tard, ça va finir par mal tourner. Alors je ne parle même pas de cette épreuve de force, cette démonstration de muscles avec la Corée du Nord, même s'il y a eu un moment, la Chine a commencé un petit peu à s'énerver de ce show constant, parce qu'elle dit quand même, nous ça nous arrangerait de voir la Corée du Nord dégager, parce que ça permettrait de reconstituer la Corée entièrement, et ça permettrait pour nous de redévelopper un peu plus de partenariats économiques. C'était un peu l'idée d'ailleurs qui donnait l'impression que la Chine était prête à lâcher complètement la Corée du Nord. Sauf que y a un moment où, quand les Américains ont commencé à débouler avec leur système de bouclier antimissiles en Corée du Sud, là tout d'un coup les Chinois ont compris, non, là c'est pas ce qu'on avait prévu. Là on n'est plus d'accord. Donc là les Chinois ont commencé à mettre un petit peu le poing sur la table en disant bon, les Américains, vous arrêtez vos conneries, vous arrêtez de les titiller, l'autre là, le Kim Jong-un, parce que nous on n'est plus d'accord sur le principe. Parce que voilà, on était d'accord pour essayer de trouver une solution pour dégager Kim Jong-un et provoquer la réunification des deux Corées, mais là, vu que vous avez déboulé avec vos boucliers antimissiles, peut-être pas nous prendre pour des cons non plus. Hein, donc voilà, encore, c'est un petit peu l'erreur encore stratégique et parfois lourdingue, on va dire, de la diplomatie américaine.
On est dans une situation où là, ça tâtonne, quoi. On ne sait pas trop, comme je le disais donc à l'introduction de cette vidéo, on ne sait pas trop exactement qu'est-ce qu'ils cherchent, où est-ce qu'ils veulent aller. On est quasiment sûr que de toute façon, tout est en train de se mettre en place pour qu'à un moment donné, il y ait un reset. Le reset, on ne sait pas quand il va arriver, on ne sait pas qui va le provoquer, comment il va se provoquer. Il va certainement se provoquer au moment où les marchés, où la situation économique va commencer certainement à partir en vrille, et on aura certainement des signes, on aura atteint, je dirais, ce qu'on appelle la ligne de non-retour, même si économiquement, sur les marchés, le système boursier, la finance, etc., ça fait déjà depuis très longtemps qu'ils ont dépassé la zone de non-retour. Donc voilà, pour l'instant, faut surveiller ça de façon scrupuleuse parce que voilà, il va se passer quelque chose. Quoi et quand, on n'en sait rien. Où ça va péter, où ça va clasher, on n'en sait rien. Pour l'instant, c'est plus de la démonstration, c'est plus de l'épreuve de force. Donc à surveiller concernant les États-Unis. Qui vont d'ailleurs être amenés à voter très prochainement, mais c'est pour un renouvellement d'une partie du Sénat, je crois. Ce qui risque éventuellement encore de mettre un petit peu d'huile sur le feu, etc., parce que ça peut éventuellement renverser les valeurs concernant la majorité au niveau du Parlement pour les Républicains. Ça c'est pareil, ça va être à suivre. Et sinon quoi dire d'autre ici aux États-Unis que oui, voilà, la situation est telle que on commence à voir des signes très très significatifs de la situation économique. Mais comme je le dis, comme malheureusement les Américains ne sont pas du tout informés, ne sont pas du tout avertis ni sensibilisés à ces aspects-là, ils ne voient rien. Donc comme vous savez, quand vous voyez dans les cinémas qui commencent à s'équiper en tout automate, et qui commencent à y avoir de moins en moins de personnel dans les cinémas, quand vous voyez que les grands réseaux de distribution commencent à fermer des grands magasins, que vous commencez à avoir des malls qui commencent à se désertifier de certains magasins, et que vous vous rendez compte que d'un mall à un autre, enfin c'est les grands centres commerciaux, vous savez, les grands centres commerciaux, il y a de moins en moins de diversité, c'est-à-dire que vous avez exactement les mêmes enseignes, parfois même le vice est poussé à mettre les mêmes enseignes exactement aux mêmes endroits, quand vous avez une architecture une configuration un petit peu plus à peu près similaire, on va dire. Donc voilà, c'est très compliqué, c'est très difficile, et je vous avouerai très franchement que vivant aux États-Unis, moi il y a une chose qui me choque de plus en plus, c'est le manque de diversité justement. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, j'ai été passer une semaine à Détroit, et c'est quand même effroyable de se rendre compte que vous avez des enseignes, c'est exactement les mêmes que j'ai ici. C'est-à-dire que vous avez exactement les mêmes chaînes de restaurants, vous avez exactement les mêmes chaînes de magasins, vous avez exactement les... Et bon, à part quelques magasins qui sont plutôt des enseignes qui sont plutôt spécifiques au Michigan, mais voilà, c'est à l'intérieur, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes produits, il n'y a pas de, il n'y a véritablement pas de diversité comme on peut encore en trouver en France. Quand vous allez dans les centres-villes, vous avez encore des petits commerçants, des petites boutiques, des gens qui sont spécialisés dans la vente de certains produits, de certains services. Alors qu'aux États-Unis, tout ça c'est en train de disparaître. Moi je vois bien ici, il y a encore des boutiques, mais c'est très parsemé. Là je vous parle des centres commerciaux, je ne vous parle pas des petites boutiques dans les petites centres-villes, etc. Où là, ces magasins-là essayent de survivre, tant bien que mal. Mais dans les grands centres commerciaux, oui, c'est devenu, c'est exactement les mêmes enseignes partout. Donc voilà, pour les États-Unis, maintenant, bon, les petites news rapidement, avant de finir. Alors rapidement, des petites news que vous allez certainement retrouver dans le blog en ce qui concerne aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous sommes, rapidement, je vais vous donner la date, nous sommes le jeudi 18 mai. Donc en ce 18 mai, on a une petite frayeur ici aux États-Unis avec une voiture qui a foncé
sur le public à Times Square à New York. Aucun aspect terroriste sur l'affaire. Apparemment, soit le type a perdu le contrôle de son véhicule, mais pour l'instant, l'enquête est ouverte. On a déjà une information comme quoi, au niveau alcoolémie, il est à 0, donc c'est pas un problème d'alcool. Donc là, bon, il y a quand même une personne malheureusement qui est décédée. Il y a quelques dizaines de personnes qui ont été blessées. Alors Times Square, hein, c'est l'endroit où vous avez la 5e avenue et Broadway, je crois, qui se croisent. Hein, c'est l'endroit le plus touristique d'ailleurs de New York. Donc là, bon, petite frayeur aujourd'hui. On a par exemple Luc Ferry qui a été interviewé et qui a considéré la ministre de l'Éducation, Madame Najat Vallaud-Belkacem, comme ayant été la plus incompétente et la pire ministre de l'histoire de la République en matière d'éducation. Je pense qu'à mon avis, on peut partager son avis à Luc Ferry, hein, parce que vu ce qu'elle a essayé de mettre en place et ce qu'elle a malheureusement mis en place, on va voir comment ça va tourner, mais malheureusement, on ne peut pas dire qu'elle ait laissé quelque chose Mais pourtant, hein, pour eux, comme disait François Hollande dans son discours de fin de passation, pour lui, il considère avoir laissé la France dans meilleur état que quand il l'avait trouvée. Ça, c'est une question de point de vue. Nous avons quoi d'autre en information assez rapide aujourd'hui? Bon, on a toujours l'affaire concernant Trump et ces fameuses révélations qu'il a données aux Russes. On a également un suivi, puisque hier, il y a encore eu des nouvelles attaques avec ce fameux virus. Alors pour l'instant, il y a des enquêtes qui sont effectuées, mais il faut savoir que c'est déjà considéré comme étant la plus grosse attaque qu'on a connue depuis ces dernières années, qui est une attaque relativement importante. Savoir d'où elle vient, on ne sait pas trop. Évidemment aussi aux États-Unis, on réussit à convaincre les gens que l'attaque vient de Russie. Je vois pas trop l'intérêt de la Russie de faire ça. Il y a un moment donné, il faut réfléchir, il faut arrêter d'être con. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Alors on a le Times aux États-Unis, enfin le fameux magazine Time, qui a fait une couverture qui résume un peu tout d'ailleurs concernant l'état d'esprit, on va dire, aujourd'hui, de la propagande. Parce que là, je pense qu'on peut véritablement parler de propagande, qu'on essaie d'imposer aux Américains aujourd'hui. Alors je mettrai, je la mets, elle est là, voilà, elle est là, la fameuse couverture du Time. Donc, elle est très révélatrice, hein, vous voyez, c'est très clair, c'est très net, hein, ça veut tout dire, tout est dit dans cette couverture. Sincèrement, moi, en jugement artistique, je trouve que là, cette couverture, elle est très très bonne, elle est très 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 imagée, elle est très expressive, mais ça reste évidemment de la propagande, hein, purement et simplement. C'est assez significatif, et ça résume très très bien la communication aujourd'hui des médias aux États-Unis. Hein, ça rejoint peut-être d'ailleurs certains articles qui ont été faits, mais je peux vous garantir que pour l'instant c'est pas l'ordre du jour, sur une éventuelle destitution de Donald Trump. Mais je le rappelle, la destitution de Donald Trump nécessiterait également qu'on fasse en sorte que Pence soit dégagé. Parce que si on destitue Donald Trump, c'est Pence qui prend la voie. Et si c'est Pence qui prend la place, alors là c'est encore pire. Et justement, c'est que malheureusement l'establishment et l'État profond ne veut pas voir, parce que Pence est un radical et il est capable de tout foutre en l'air en fonçant tête baissée. Donc on est véritablement là dans une situation voilà, qui est très claire et nette. Donc vous avez eu cette couverture du Time qui à mon sens résume parfaitement l'idéologie aujourd'hui dominante aux États-Unis concernant les relations avec la Russie. On en est presque à se dire que ce serait presque une couverture de la Pravda, c'est de l'époque soviétique. Hein, on est revenu, oui, je pense qu'on est revenu complètement à l'époque du communisme, de la lutte anticommuniste. Sinon, quoi d'autre? Pas beaucoup de choses. Bon, on a Cannes qui a ouvert hier.
bon, je suis un cinéphile, hein, j'aime beaucoup tout ce qui est cinéma, etc. Et j'essaie de suivre souvent les grandes cérémonies, les grands événements comme ça cinématographiques. Mais franchement, Cannes, depuis quelques années, ça ne m'intéresse plus. C'est devenu trop propagandiste, c'est devenu trop complaisant, trop consensuel. Et ça, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu tendance un peu trop à se masturber à Cannes. J'ai vu pas mal de films qui ont été primés à Cannes et très sincèrement, oui, bah ça reste du Cannes, quoi. Cannes, c'est le cinéma d'auteur, c'est le cinéma indépendant, c'est le cinéma intellectuel, bobo, qui est très très loin finalement du cinéma populaire. Donc, mais ça reste quand même, voilà, le lieu des paillettes et des strass pendant 15 jours. Et sinon, quoi d'autre? Bon, bah non, on a l'actualité. Bon, vous avez Bernard Tapie, oui, qui a été condamné à rembourser 404 millions d'euros au Crédit Lyonnais. Cette affaire, ça devient démerdable. Et sinon, quoi d'autre? Bah, on n'a pas grand-chose d'autre aujourd'hui. Hein, pour l'instant, c'est assez... c'est une journée relativement calme, on va dire. Hein, bon, et puis je vous ai dit, hein, Marine Le Pen qui a annoncé enfin annoncé sa candidature pour Hénin-Beaumont, alors qu'on hésitait, on commençait à se poser des questions si Marine Le Pen allait peut-être pas tout simplement se retirer finalement de la politique. Mais moi je suis convaincu qu'aujourd'hui le Front National est fini et que la famille Le Pen, bah, c'est fini aussi. Hein, je pense, peut-être qu'ils vont essayer de perdurer, ils vont essayer de résister, ils vont essayer de faire encore illusion, on va dire, mais je pense sincèrement qu'en matière d'opposition, il y a vraiment quelque chose à créer de nouveau. François Asselineau et l'UPR, malheureusement, va certainement continuer son combat. Je pense qu'on va le suivre, hein, on va continuer à suivre Asselineau parce que c'est quand même le seul qui a donné quand même des éléments d'information, des données sourcées et crédibles et qui vont certainement se confirmer dans les mois à venir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être ont entendu Asselineau, ont peut-être lu des choses sur Asselineau qui tout d'un coup vont se dire « Ah mais c'est exactement ce qu'il disait quand il y avait la campagne présidentielle ». Et je pense qu'Asselineau, aujourd'hui, il a encore beaucoup de cartes à jouer sur ce point-là. De là, en faire un vrai parti d'opposition, là, à mon avis, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Donc voilà, terminé pour cette vidéo post-élection présidentielle. Si vous avez des commentaires, si vous avez des idées ou si vous avez des propositions, etc., n'hésitez pas. Toujours la même adresse. Et petite chose nouvelle, autre adresse également, vous pouvez, si vous le désirez, me faire des dons. Si vous voulez m'aider un petit peu financièrement, essayer de développer ce concept, à développer l'info Intox. J'ai quelques idées actuellement, je suis en train de réfléchir pour essayer de concevoir aussi un autre concept vidéo où je peut-être il y aura peut-être certains d'entre vous, si certains d'entre vous sont peut-être intéressés, ça serait très intéressant. J'explique très rapidement, le concept, ce serait tout simplement de créer une vidéo qui serait sur une chaîne YouTube et qui serait repris ici, dans ce blog. J'ai déjà le titre en tête, ce serait Délit d'opinion. Délit d'opinion, c'est quoi? C'est tout simplement un thème, et sur le thème, essayer de trouver des gens qui seraient d'accord tout simplement pour donner leur opinion sur ce thème, mais en 1 minute. Pourquoi 1 minute? Mais vraiment 1 minute. 1 minute, tout simplement parce que dans la vidéo, je vais essayer de mettre des opinions différentes, des gens différents. C'est ce qui manque d'ailleurs aujourd'hui un petit peu dans les médias et même sur Internet. Je trouve que sur Internet, on a des gens qui s'expriment, qui donnent leurs opinions, mais évidemment, ils donnent leurs opinions, leur point de vue par rapport à telle orientation, telle politique, telle idéologie, etc. Moi, je vais essayer de donner quelque chose où vraiment on peut avoir un comparatif de différentes opinions, de différentes personnes, suivant des thèmes bien précis. Bon, c'est quelque chose que je suis en train de réfléchir, mais ça va me demander du temps, ça va me demander un petit peu de moyens. Et donc pour ça, si vous le désirez, eh bien, à cette adresse aussi, vous pouvez aller maintenant désormais, c'est Tipeee. Tipeee, peut-être que vous en avez entendu parler, peut-être que vous en avez déjà vu vous faire la promo de ce site. C'est tout simplement un site de participatif. C'est le principe du type. Tipeee, en fait, vient du nom type américain, qui est le pourboire. Voilà, c'est tout simplement, on ne demande pas de faire des dons, on ne demande pas de faire des soutiens financiers, c'est tout simplement un
un tip, c'est comme si on donnait un pourboire. Et vous pouvez donner ce que vous voulez, vous pouvez donner 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, on vous demande pas, en général, on ne demande pas à la lune, en complément de certains services. À savoir que cette page Tipeee va certainement évoluer, elle va évoluer avec ce que je pourrais éventuellement créer à partir de là. Mais tout est une question actuellement de préparer, de mise en place, et j'espère peut-être avant la rentrée réussir à mettre en place ce système-là, et qui pourra éventuellement faire participer peut-être l'un d'entre vous, si vous êtes intéressé par ce concept très intéressant, à mon sens. Donc n'hésitez pas, soit utiliser l'adresse email de Info Intox, ou tout simplement l'adresse du site Tipeee. Voilà, merci à toutes et à tous de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Info Intox, je vous en remercie, même si pour l'instant c'est pas encore suffisant aux yeux de Google pour faire de la publicité, mais je pense que de toute façon je ne ferai pas de publicité sur le blog. Je veux que le blog reste totalement indépendant et totalement gratuit à ce niveau-là. Et donc on se retrouve, j'espère, très prochainement, avec peut-être certainement encore une évolution avant le début des grandes vacances. Et suivez donc l'actualité, suivez tout ce qui est le petit détail, même s'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas forcément d'accord, etc., gardez-les à l'esprit, parce que peut-être elles vont vous permettre de comprendre l'évolution de certains faits, l'évolution de certains événements à l'avenir, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Donc à très bientôt, et portez-vous bien.